Bonjour à tous. Alors, moi je vais faire quelque chose un petit peu différent apparemment de ce qui a été fait avant. J'aime bien raconter des histoires, c'est partiellement mon métier. Je fais aussi une thèse de doctorat sur la manière dont la mémoire se transmet. Et j'aimerais bien tenter une petite narration expérimentale avec vous ce soir. Donc je vais vous raconter une histoire. Nous sommes le 7 juin 1946. Nous sommes tôt le matin. Un bateau quitte le port d'Anvers pour rejoindre Léopoldville, au Congo. Il transporte des passagers qui, pendant 17 jours, font connaissance avant de prendre leur poste dans les colonies. Parmi eux, il y a mes grands-parents. Nous sommes le 17 janvier 2017. Je suis dans mon atelier. Je dessine une carte du Congo d'après une carte touristique réalisée à l'époque par la société Côte d'Or. Au coin inférieur gauche, je dessine ma grand-mère qui porte dans ses bras ma tante. J'estime mal la taille du Congo et dans mon dessin, le territoire devient très bizarrement étroit. Quand mon grand-oncle est mort, j'ai récupéré dans son grenier une caisse d'archives de son enfance au Congo. J'ai réalisé qu'il avait passé les derniers mois de sa vie à travailler sur l'histoire de mon grand-père. Il avait réuni un dossier. Mon grand-père était administrateur territorial au Congo. Il y a passé 12 ans. En 1880, le roi Léopold II inaugure le parc du Cinquantenaire dans le cadre de l'exposition universelle qui va se tenir à Bruxelles. Le roi a généreusement financé le monument grâce en grande partie à l'argent qu'il a tiré du Congo et du commerce du caoutchouc. Un territoire qu'il aura géré à distance pendant presque toute sa vie sans jamais y avoir mis les pieds. Plus d'une centaine d'années plus tard, le samedi 18 novembre 2017, je participe à un jeu d'une troupe de louveteaux pour rendre service à une de leurs chefs. On les attend sous les arcades du Cinquantenaire. Comme il tarde à arriver, on se met dans un renfoncement. Mon regard se perd alors dans les voûtes, dans le creux des voûtes. Le vent souffle fort, la pluie tombe en abondance, et moi, bizarrement, je me sens à l'abri. La semaine dernière, je passe devant l'immeuble où habitait ma grand-mère à Ixelles. Des grandes bâches le recouvrent. Il est en rénovation, on ne voit plus rien de ce qu'il y a derrière. Je ne prends pas de photos et puis après, je le regrette. Mes grands-parents ont acheté l'appartement sur base d'une photographie lorsqu'ils étaient au Congo, en 1954. Je me souviens quand j'étais petit, je jouais toujours au ping-pong avec mon grand-père dans sa chambre à coucher. On me disait qu'il avait été autoritaire pendant toute sa vie, que c'était quelqu'un de dur. Avec moi, il était tout le temps très aimable. À sa mort, je me rappelle avoir réalisé que j'allais me retrouver seul avec ma grand-mère. Et je me souviens de m'être dit, bon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette bonne femme. Après avoir lu et relu les écrits de mon oncle sur la vie de mon grand-père, je réalise finalement que sa vie n'était pas aussi mystérieuse que ce que je l'imaginais. Tous ses agissements, en fait, peuvent être retracés et objectivés. Sa personnalité, en fin de compte, paraît assez cohérente. C'est ainsi que je décide, il y a un peu plus d'1 an, de travailler sur l'histoire de ma grand-mère, qui s'appelle Nelly. Et c'est le moment où je bois un peu d'eau. C'est classe, hein? Plein mieux comme ça. Alors on est en 1946. Ma grand-mère vient d'arriver au Congo et elle apprend d'abord la langue des indigènes. Elle suit des cours pendant quelques semaines et puis très rapidement elle est enceinte pour la première fois. Elle abandonne ses cours et elle passe tout son temps à la maison à coudre et à organiser son intérieur. Ils emploient Victor, un boy, un noir. C'est leur homme de maison et Victor n'a que 16 ans. On est en février 2017. Je viens de finir une petite bande dessinée sur ma grand-mère. Malgré mes recherches, je ne parviens toujours pas à me sentir vraiment proche d'elle. Je me demande comment je peux me souvenir d'événements mais que je n'ai pas vécu directement. Je me perds dans des fragments, dans des documents. Pourtant, ces souvenirs peuplent mon quotidien, ils habitent notre présent. Le 14 novembre 2017, je suis à Waterloo, au-dessus d'un magasin Aldi qui vient d'ouvrir, dans des appartements très modernes et flambant neufs. La voix dans l'ascenseur est mal réglée, elle hurle dans mes oreilles. Et puis je me suis dit qu'elle est peut-être réglée comme ça, pour que les vieilles dames qui habitent l'immeuble puissent entendre. La porte s'ouvre. J'entre dans un appartement. Une dame de 90 ans que je ne connais pas m'attend. Je règle ma caméra, je mets en route le microphone. Au bout d'1 heure de discussion, elle sent bien que je ne comprends pas tout. Elle décide alors de me raconter une anecdote que je vais vous raconter ici. Elle est au Congo depuis 2 ans. Elle remarque que dans leur magasin, du café disparaît. Elle appelle alors ses boys, qui viennent autour d'elle. Elle leur demande très gentiment qui a fait ça. Elle leur dit qu'elle peut comprendre, qu'elle veut bien leur donner plus, mais qu'ils doivent lui dire la vérité. Un des boys s'avance et lui dit que c'est de sa faute.
De ma faute? Il lui dit que c'est de sa faute, parce qu'elle ne ferme pas le magasin à clé pendant la nuit. Quelques jours plus tard, même si elle ferme désormais à clé son magasin, elle découvre que le pot de café continue à diminuer. Elle retourne voir ses boys. Le même lui répond que c'est toujours de sa faute. Elle s'agace. Il lui dit que c'est de sa faute parce que la clé de la maison et la clé du magasin sont la même. Elle me confie qu'elle ne croyait pas à l'indépendance du Congo. Elle me dit: les Noirs pensaient qu'ils pourraient aller à la banque et prendre de l'argent comme nous, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait travailler pour ça. Comment voulais-tu qu'ils s'en sortent? En décembre 2016, je relis une fois encore une lettre que ma grand-mère a écrite. Elle l'a finie par une phrase que j'ai du mal à accepter. Dans cette lettre, elle dit: pour voler, les Noirs sont toujours très malins. Je me demande ce que ça veut dire malin. J'imagine que c'est autre chose qu'intelligent. Je me souviens, quand j'ai appris à connaître ma grand-mère, j'étais fasciné par sa douceur, par sa grâce aussi. Elle avait des très longs cheveux blancs. Elle les attachait en chignon. Parfois, le matin, quand je me levais assez tôt, je la voyais dans la salle de bain, en train de se coiffer. Ses cheveux tombaient plus bas que ses hanches. Je suis à mon atelier, il y a 1 an. Je redessine une image issue d'un film Super 8 que ma grand-mère avait tourné en 1956. Plus je regarde la photo, plus elle me paraît sombre et tragique. Cette famille soudée autour du père de famille qui part vers le lointain, loin d'elle. Je me demande ce qu'elle ressent. Et je me demande si cette image, par exemple, peut m'aider à comprendre ce qu'elle ressentait. Hier, je réécris tout le texte de la Pechakucha que je vais faire le lendemain à Mons. Je reconfigure encore ses souvenirs. Je vais chercher d'autres fragments, je les mets bout à bout. À chaque fois, il raconte une histoire différente. Bizarrement, je me sens de plus en plus proche de ma grand-mère. Pourtant, j'ai envie de les agencer d'une autre manière, de les rendre moins abruptes, plus compréhensibles. Mais ce sera pour une prochaine fois. Merci.